Le brouillard matinal enveloppait les rues pavées de Lyon comme un voile de mélancolie. Élodie Marceau observait par la fenêtre de son petit appartement, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. 25 ans. Et pourtant, elle se sentait comme une vieille âme fatiguée par l'attente. 5 années, 5 interminables années depuis cette matinée de juin où Benoît avait murmuré à son oreille « Je reviendrai te chercher, mon amour. Donne-moi juste quelques mois pour régler les affaires. » Il avait déposé un baiser sur son front, pris sa valise et était monté dans cette BMW noire qui l'emmenait vers sa nouvelle vie de PDG. Elle n'avait jamais revu cette voiture. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. Un message de sa sœur Maëlle. « Tu as vu les journaux ce matin? Il sera à la gala d'Hervaux demain soir, tous les médias en parlent. » Élodie ferma les yeux. Bien sûr qu'elle savait. Comment ignorer le nom qui hantait chaque magazine économique, chaque émission télévisée? Benoît d'Hervaux, l'héritier prodige qui avait transformé l'empire familial hôtelier en une multinationale respectée. L'homme qui collectionnait les succès comme d'autres collectionnent les timbres. L'homme qui l'avait épousée dans la plus stricte intimité, dans cette petite chapelle bretonne face à la mer, et qui avait ensuite fait disparaître toute trace de leur union. Elle se dirigea vers sa chambre, ouvrit l'armoire et fouilla au fond, derrière les vêtements qu'elle ne portait plus. Ses doigts rencontrèrent le froid du métal, l'alliance, simple, élégante, gravée à l'intérieur, et NB, pour l'éternité. Quelle ironie! Le souvenir remonta à la surface malgré elle, cette première rencontre dans un café de la Croix-Rousse où elle exposait ses toiles. Lui, costume sombre et regard perdu, contemplant sa peinture représentant un phare solitaire battu par les vagues. « Cette solitude me parle », avait-il murmuré. « Moi aussi », avait-elle répondu sans réfléchir. Leur histoire avait commencé ainsi, deux âmes esseulées qui avaient cru trouver leur refuge l'une dans l'autre. Durant ces 2 premières années de mariage secret, ils avaient vécu comme des fugitifs heureux dans leur petite maison bretonne. Benoît abandonnait ses costumes pour des pulls de laine, et elle peignait les couchers de soleil sur l'océan. Il lui faisait découvrir les vieux cognacs de son grand-père, elle lui apprenait à voir la beauté dans les imperfections. Ils étaient invincibles. Puis l'appel était arrivé. Son père, fondateur de l'empire d'Hervaux, était mort brutalement. Benoît devait reprendre les rênes immédiatement. « C'est temporaire », répétait-il, « le temps de stabiliser l'entreprise. » Le temporaire avait duré 5 ans. Élodie reposa l'alliance sur la commode et attrapa le journal que Maëlle avait mentionné. La photo de couverture la figea. Benoît, plus séduisant que jamais à 39 ans, serrant la main du ministre de l'économie. Ses cheveux châtains légèrement grisonnants aux tempes lui donnaient une prestance qu'elle ne lui connaissait pas. Mais ses yeux avaient perdu cette douceur qu'elle aimait tant. L'article mentionnait la gala de charité annuelle de la Société d'Hervaux, prévue pour le lendemain soir au Palais Garnier. L'événement de l'année pour la haute société parisienne, proclamait le journaliste. Une occasion unique de voir le mystérieux célibataire le plus convoité de France. Célibataire. Le mot lui transperça le cœur comme une lame. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro qu'elle connaissait par cœur, bien qu'elle ne l'ait jamais utilisé en 5 ans. Directement sur la messagerie, comme toujours. Sa voix, cette voix grave qui autrefois lui murmurait des promesses d'éternité, « Vous êtes bien sur le répondeur de Benoît d'Hervaux. Laissez votre message après le signal sonore. »« Bonsoir, Benoît », dit-elle d'une voix qu'elle voulait assurer. « C'est Élodie, ta femme, tu te souviens? Celle que tu as promis de venir chercher il y a 5 ans. J'ai une proposition pour toi. Demain soir, à ta gala, je serai présente. Pas comme une invitée surprise, mais comme ce que je suis réellement. Madame d'Hervaux, il est temps que le monde connaisse la vérité, et il est temps que tu assumes tes choix. » Elle raccrocha, le cœur battant si fort qu'elle entendait ses pulsations dans ses oreilles. Pour la première fois depuis des années, Élodie Marceau, non Élodie d'Hervaux, se sentait vivante. La femme oubliée allait enfin reprendre sa place, qu'il le veuille ou non. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le soleil perçait timidement à travers les rideaux de lin de son appartement lyonnais, illuminant les toiles poussiéreuses appuyées contre les murs. Autrefois, ses œuvres représentaient ses rêves. Aujourd'hui, elle témoignait de sa résignation. Plus maintenant. Son téléphone affichait 7 appels manqués de Maëlle. Sa sœur cadette avait toujours eu le don de pressentir ses décisions les plus folles. Élodie la rappela en préparant son café. « Tu plaisantes, j'espère », attaqua immédiatement Maëlle, sans même un bonjour. « Tu ne peux pas débarquer à cette gala comme ça. Tout Paris sera là, les photographes, les journalistes. »« Justement », répondit Élodie en remuant lentement sa cuillère. « Il est temps que tout Paris sache qui je suis,
Vraiment. Un silence pesant s'installa. Maëlle, à 23 ans, travaillait comme attachée de presse dans une maison de mode parisienne. Elle connaissait les rouages impitoyables du monde des apparences mieux que quiconque. « Élodie, tu réalises ce que tu risques? S'il nie votre mariage, si sa famille te fait passer pour une mythomane, alors je leur montrerai notre certificat de mariage, et les photos, et les lettres qu'il m'écrivait quand il était en déplacement les premiers mois. » Élodie ouvrit le tiroir de sa commode et sortit une petite boîte en velours rouge. À l'intérieur, soigneusement conservés, tous les souvenirs de leur amour. Le certificat de mariage officiel, signé par le maire de Carnac, les photos de leur lune de miel dans leur petite maison face à l'océan et ses lettres passionnées où Benoît lui promettait le monde. « Tu as gardé tout ça ?» murmura Maëlle, émue malgré elle. Une femme n'oublie jamais le meilleur d'elle-même, même quand les autres l'oublient. Après avoir raccroché, Élodie prit une douche, puis s'observa longuement dans le miroir. 5 ans d'effacement l'avaient rendue presque transparente. Ses cheveux auburn avaient perdu leur éclat. Sa peau semblait terne et ses yeux verts manquaient de cette étincelle qui faisait autrefois chavirer Benoît. Elle allait changer tout cela. À 13 heures, elle poussa la porte de l'institut de beauté le plus réputé de Lyon. « Je veux redevenir moi-même », déclara-t-elle à Sandrine, l'esthéticienne qui l'accueillit. Mais en mieux. Pendant 4 heures, elle se laissa transformer. Soins du visage, manucure, coiffage, ses cheveux retrouvèrent leur brillance naturelle, coiffés en un chignon sophistiqué qui dégageait son cou gracile. Son teint rayonnait à nouveau. En fin d'après-midi, elle se rendit dans la boutique de Maëlle située dans le 2e arrondissement de Paris. Sa sœur l'attendait avec une sélection de robes soigneusement choisies. « Si tu es déterminée à faire ça, autant le faire avec style », soupira Maëlle en la voyant entrer. Élodie essaya plusieurs modèles avant de s'arrêter devant une robe d'un bleu nuit profond, presque noire sous certains éclairages. La soie fluide épousait parfaitement ses formes, révélant une féminité qu'elle avait oubliée. Le décolleté était subtil mais troublant, et la fente latérale dévoilait juste ce qu'il fallait de sa jambe élancée. « C'est celle-ci », dit-elle avec certitude. Maëlle hocha la tête, impressionnée par la transformation de sa sœur. « Tu es éblouissante, comme avant, comme quand tu étais heureuse. » Pendant que Maëlle s'occupait des retouches de dernière minute, Élodie reçut un appel d'un numéro inconnu. « Madame Marceau ?» Une voix masculine, chaleureuse. « Je me présente. Thierry Marchal, investisseur. J'ai eu vos coordonnées par un ami commun. J'aimerais vous rencontrer pour discuter d'un projet qui pourrait vous intéresser. » Élodie fronça les sourcils. « Quel type de projet ?»« Artistique. J'ai entendu parler de votre talent de peintre. J'aimerais organiser une exposition de vos œuvres. Seriez-vous libre ce soir ? Je serai à la gala d'Hervaux. Nous pourrions nous y rencontrer. » Le destin avait décidément le sens de l'ironie. « Très bien, monsieur Marchal. Je serai également présente à cette soirée. »« Parfait. Comment vous reconnaîtrai-je » Élodie sourit, observant son reflet dans la glace. Cherchez la femme en bleu nuit qui ne passe pas inaperçue. Après avoir raccroché, elle ressentit un étrange frisson. Ce Thierry Marchal tombait bien, trop bien. Mais peu importe. Ce soir, elle avait un seul objectif, regarder Benoît dans les yeux et lui faire comprendre que l'époque où elle acceptait d'être invisible était révolue. À 19 heures, un taxi la déposa devant l'Opéra Garnier. La façade illuminée scintillait de 1000 feux, et une foule élégante gravissait majestueusement les marches. Élodie prit une profonde inspiration, glissa l'alliance à son annulaire gauche et sortit du véhicule. Plusieurs têtes se tournèrent sur son passage. Elle n'était plus l'épouse oubliée qui se cachait dans l'ombre. Elle était redevenue Élodie d'Hervaux, et ce soir, le monde allait s'en souvenir. En haut des marches, elle aperçut la silhouette familière de Benoît, entouré d'invités. Il riait à une plaisanterie, détendu, séduisant dans son smoking parfaitement ajusté, exactement comme l'homme dont elle était tombée amoureuse, mais avec cette distance nouvelle qui lui serrait le cœur. Il ne l'avait pas encore vu, mais cela n'allait pas tarder. Le grand foyer de l'Opéra Garnier bourdonnait de conversations feutrées et du tintement délicat des coupes de champagne. Élodie avança lentement entre les groupes d'invités, consciente des regards qui la suivaient. Elle n'était plus habituée à cette attention, mais quelque chose en elle renaissait à chaque pas. « Excusez-moi, mademoiselle », une voix grave la fit se retourner. L'homme qui s'approchait d'elle était élégant, la trentaine, avec des cheveux bruns parfaitement coiffés et des yeux d'un bleu perçant. Son sourire était chaleureux, presque conspirant. « Thierry Marchal », se présenta-t-il en tendant la main. « Nous avions rendez-vous, je crois. » Élodie lui serra la main, surprise par la fermeté de sa poignée et par l'intensité de son regard. « Monsieur Marchal, je dois avouer que votre appel était inattendu. Les meilleures opportunités le sont souvent.
répondit-il en lui offrant une coupe de champagne. « Vous êtes encore plus remarquable que je ne l'imaginais. Cette robe vous va à merveille. » Quelque chose dans sa manière de la regarder troublait Élodie. Pas de la drague grossière, mais une admiration sincère qui la réchauffait après tant d'années d'invisibilité. « Vous m'intriguez, monsieur Marshall. Comment avez-vous entendu parler de mes toiles ?»« J'ai mes sources, » dit-il mystérieusement. « Mais dites-moi plutôt ce qui vous amène ici ce soir. Vous ne me semblez pas appartenir à cet univers. » Élodie eut un sourire amer. Si seulement il savait. « Détrompez-vous, j'y ai ma place, même si certains préféreraient l'oublier. » Avant que Thierry puisse répondre, un mouvement dans la foule attira l'attention d'Élodie. Benoît descendait le grand escalier, saluant les invités avec cette aisance naturelle qu'elle lui connaissait. Il portait un smoking noir qui soulignait sa prestance, et cette assurance dans le port de tête qui l'avait séduite dès leur première rencontre. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. Benoît s'immobilisa au milieu de l'escalier, son sourire de façade s'effaçant instantanément. Son visage pâlit comme s'il venait de voir un fantôme, ce qu'il voyait en quelque sorte. Élodie soutint son regard sans ciller. 5 ans de silence, 5 ans d'attente, et maintenant cette confrontation qu'elle avait tant redoutée et espérée à la fois. Elle leva légèrement sa coupe dans sa direction, un geste désinvolte qui masquait la tempête dans son cœur. « Vous connaissez Monsieur Dervaux ?» demanda Thierry qui avait suivi la direction de son regard. « On peut dire ça », murmura Élodie, sans quitter Benoît des yeux. Benoît termina de descendre les marches, mais au lieu de se diriger vers elle, il fut intercepté par un groupe d'invités importants. Élodie le vit jeter des coups d'œil dans sa direction, tout en tentant de maintenir une conversation polie avec ses interlocuteurs. « Il semble troublé », observa Thierry avec une perspicacité qui surprit Élodie. « Les hommes puissants n'aiment pas les surprises », répondit-elle en sirotant son champagne. Une femme élégante aux cheveux argentés s'approcha soudain de leur groupe. Élodie la reconnut immédiatement, Geneviève Dervaux, la mère de Benoît, celle qui avait orchestré sa disparition de la vie de son fils. « Bonsoir », dit Geneviève d'une voix glaciale, ses yeux perçants fixés sur Élodie. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés. »« Élodie Marceau ?» répondit celle-ci, avec un sourire poli mais ferme. Elle n'utilisa volontairement pas son nom d'épouse. « Pas encore. »« Marceau ?» répéta Geneviève, comme si elle fouillait sa mémoire. « Ce nom me dit quelque chose. Peut-être parce que votre fils a épousé une Marceau il y a 5 ans, » lâcha Élodie avec une douceur trompeuse. Le silence qui suivit était assourdissant. Thierry écarquilla les yeux, visiblement choqué par cette révélation. Geneviève, elle, ne montra aucune surprise, confirmant ainsi qu'elle savait parfaitement qui était Élodie. « Je pense qu'il y a malentendu, mademoiselle, » dit Geneviève d'un ton coupant. « Mon fils n'est pas marié. »« Vraiment ?» Élodie sortit discrètement son téléphone et montra une photo de leur certificat de mariage. Le maire de Carnac serait surpris de l'apprendre. À ce moment précis, Benoît apparut derrière sa mère, ayant réussi à échapper à ses interlocuteurs. Son visage était livide, ses mâchoires crispées. Il regardait Élodie comme si elle était une apparition vengeresse. « Élodie, » dit-il d'une voix rauque, « qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, » répondit-elle calmement. « Ma place, mon nom, ma dignité. » Thierry, comprenant qu'il assistait à un drame familial, s'excusa poliment et s'éloigna, mais pas avant d'avoir glissé sa carte de visite dans la main d'Élodie. « J'espère que nous pourrons nous revoir dans de meilleures circonstances, » murmura-t-il. Geneviève fusillait son fils du regard. « Benoît, raccompagne cette personne, immédiatement. »« Cette personne, » répéta Élodie en détachant chaque syllabe, « est votre belle-fille, Madame Dervaux, que cela vous plaise ou non. » Benoît ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait son courage. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression. Une lueur d'émotion authentique perçait enfin le masque du businessman. « Maman, » dit-il d'une voix ferme, « je te présente Élodie, mon épouse. » Les mots résonnèrent dans l'espace qui les entourait. Quelques invités proches s'étaient retournés, intrigués par la tension palpable qui émanait du petit groupe. Geneviève blêmit. « Benoît, ne fais pas ça. Pas ici. Pas maintenant. » Mais Élodie souriait enfin. Pour la première fois en 5 ans, Benoît venait de la reconnaître publiquement. C'était un début. La tension était si palpable qu'Élodie entendait presque le silence s'épaissir autour d'eux. Les invités proches avaient cessé leur conversation, tendant l'oreille vers ce qui promettait d'être le scandale de la soirée. Geneviève Dervaux regardait son fils comme s'il venait de commettre une trahison impardonnable. « Benoît, » siffla-t-elle entre ses dents, « nous en discuterons en privé. »« Non, maman, » répondit-il d'une voix plus assurée qu'Élodie ne l'avait entendu depuis des années. « Nous en avons assez discuté en privé.
5 ans de discussions privées, de pression, de mensonges. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Était-ce possible? Benoît allait-il enfin révéler la vérité sur leur séparation forcée? « Mesdames et messieurs, annonça soudain une voix dans les haut-parleurs, nous vous invitons à rejoindre la salle de spectacle pour le début de la soirée. » La foule commença à se diriger vers l'auditorium, mais le petit groupe resta figé dans sa confrontation silencieuse. Geneviève lança un regard noir à Élodie avant de se pencher vers l'oreille de son fils. « Si tu fais ça ce soir, tu détruis tout ce pourquoi ton père s'est battu. L'empire, la réputation, l'avenir de l'entreprise. Cette personne n'en vaut pas la peine. » Élodie encaissa le coup sans broncher, mais chaque mot était comme une gifle. Benoît, lui, se redressa de toute sa hauteur. « Cette personne est la femme que j'aime, » dit-il d'une voix qui portait dans le foyer désormais presque vide. « Et j'aurais dû le dire depuis longtemps. » Les mots résonnèrent dans l'espace comme une déclaration de guerre. Élodie sentit ses jambes se dérober légèrement. Après 5 ans de silence, entendre ces mots était à la fois une délivrance et un tourment. Geneviève tourna les talons et s'éloigna d'un pas rageur, non sans avoir lancé un dernier regard venimeux à Élodie. « Cette conversation n'est pas terminée, » lança-t-elle, avant de disparaître dans la foule. Ils se retrouvèrent seuls dans le grand foyer, face à face pour la première fois depuis une éternité. Benoît avança d'un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il n'osait franchir l'espace qui les séparait. « Élodie, je... » commença-t-il, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Non, » dit-elle fermement, « pas ici, pas comme ça. Après 5 ans de silence, tu ne peux pas me servir de belles paroles au milieu d'un scandale public. Alors où? Quand ?» Sa voix était suppliante, désespérée même. « Je sais que j'ai tort, je sais que j'aurais dû. Tu aurais dû revenir me chercher, » coupa-t-elle, les larmes menaçant de déborder. « Tu aurais dû tenir tes promesses. Tu aurais dû me faire passer avant l'empire de ta famille. » Benoît passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle connaissait bien et qui trahissait son trouble profond. « Ma mère a dit que tu avais signé les papiers du divorce. Elle m'a montré ta signature. »« Quoi ?» Élodie le fixa, incrédule. « Quel papier? Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai même jamais été contacté par un avocat. » Le visage de Benoît se décomposa. « Mon Dieu, elle m'a menti. Pendant 5 ans, elle m'a fait croire que tu voulais effacer notre mariage de ta mémoire. Et tu l'as cru, sans même me demander mon avis, sans même m'appeler pour vérifier ?» Il baissa la tête, accablé. « J'étais lâche. J'avais peur que ce soit vrai, peur que tu aies réalisé que je ne valais pas tous ces sacrifices. » Élodie sentit sa colère se mélanger à une peine immense. Cet homme qu'elle aimait encore malgré tout était devenu un étranger rongé par le doute et manipulé par sa famille. « Monsieur Dervaux ?» Ils se retournèrent. Thierry Marchal se tenait à l'entrée du foyer, élégant et patient. « Pardonnez-moi d'interrompre, mais la soirée va commencer. » Et il s'arrêta, observant l'état émotionnel d'Élodie. « Madame, tout va bien ?» Benoît le toisa avec une hostilité soudaine. « Et vous êtes Thierry Marchal ?» répondit l'intéressé en tendant une main que Benoît ignora délibérément. « Je discutais avec votre épouse d'un projet artistique. »« Mon épouse ?» répéta Benoît, et Élodie perçut une pointe de jalousie dans sa voix. Thierry sourit, apparemment amusé par l'attention. « Madame Dervaux m'a effectivement appris votre union. Félicitations, même si elle semble tardive. » Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de Thierry. Une ironie sous-jacente qu'Élodie ne parvenait pas à déchiffrer, mais dans l'immédiat, sa présence offrait une échappatoire bienvenue à cette confrontation trop intense. « Monsieur Marchal a raison, » dit-elle en reprenant contenance. « La soirée commence et nous ne voudrions pas faire attendre vos invités, n'est-ce pas, chérie ?» Le diminutif lancé avec une douceur ironique fit tressaillir Benoît. Élodie glissa son bras sous celui de Thierry avec une familiarité calculée. « Accompagnez-moi, voulez-vous ? J'aimerais entendre davantage parler de ce projet artistique. » Thierry inclina galamment la tête. « Ce sera un plaisir. » Alors qu'il s'éloignait vers l'auditorium, Élodie sentit le regard de Benoît la brûler dans le dos. Pour la première fois depuis 5 ans, c'était lui qui la regardait partir, et cela lui faisait un mal délicieux. « Vous jouez avec le feu, » murmura Thierry à son oreille, alors qu'ils entraient dans la salle de spectacle. « Peut-être, » répondit Élodie, en s'installant à la place qu'il lui indiquait. « Mais après 5 ans dans le froid, un peu de chaleur ne me fait pas peur. » Dans l'obscurité naissante de la salle, elle aperçut Benoît qui prenait place quelques rangées plus loin, seul et visiblement bouleversé. La soirée ne faisait que commencer, et déjà, tous les masques commençaient à tomber. L'auditorium de l'Opéra Garnier baignait dans une lumière dorée tandis que les derniers invités prenaient place. Élodie était assise au premier rang,
consciente des murmures qui circulaient déjà dans la salle. Le nom de Madame Dervaux commençait à se répandre comme une traînée de poudre parmi la haute société parisienne. Thierry se pencha vers elle, son regard scrutateur. « Vous réalisez que d'ici demain matin, votre histoire sera dans tous les journaux ?»« C'est exactement ce que je veux », répondit Élodie sans quitter des yeux la scène où se préparait un spectacle de danse contemporaine. 5 ans d'invisibilité, ça suffit. Et vous pensez que l'exposition publique vous donnera ce que vous cherchez? Cette question l'a surpris par sa perspicacité. Thierry avait quelque chose d'insaisissable, une intelligence aiguë qui la mettait à la fois en confiance et sur ses gardes. « Que savez-vous de ce que je cherche ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Il sourit, un sourire énigmatique qui ne révélait rien de ses intentions. Une femme ne revient pas dans la vie de celui qui l'a abandonnée sans avoir un plan. La question est, voulez-vous le récupérer ou vous venger? Avant qu'Élodie puisse répondre, les lumières s'éteignirent et le spectacle commença. Mais elle sentait le poids du regard de Benoît sur elle depuis sa place quelques rangées derrière. Cette attention constante, qu'elle avait tant désirée pendant des années, commençait enfin à se manifester. L'ironie du sort voulait qu'elle ne soit plus certaine de la vouloir. À l'entracte, alors que les invités se dirigeaient vers le bar, Thierry l'entraîna vers une alcôve plus discrète. « Il faut que je vous avoue quelque chose, » dit-il, soudain plus sérieux. « Notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. » Élodie sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire? Je connais votre histoire avec Benoît Dervaux. En fait, c'est exactement pour cela que je voulais vous rencontrer. Vous me prenez pour qui? Une idiote? » La colère montait en elle. « Vous travaillez pour lui? Pour sa famille ?» Thierry secoua la tête vigoureusement. « Tout le contraire. Je travaille contre eux. » Il sortit une carte de visite de sa poche intérieure et la lui tendit. Élodie lut « Thierry Marchal Dubois, groupe Investissement Marchal. »« Marchal Dubois ?» répéta-t-elle, intriguée par ce nom composé. « Mon père était Jean-Baptiste Dubois, ancien associé de Philippe Dervaux, le père de Benoît. Il a été évincé de l'entreprise il y a 20 ans dans des circonstances douteuses. Ma mère a repris son nom de jeune fille quand elle m'a élevé seule. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit d'Élodie. « Vous voulez récupérer ce qui appartenait à votre père. Entre autres, mais je ne suis pas un monstre, Élodie. Je peux vous appeler Élodie ?» Elle hocha la tête, captivée malgré elle par ses révélations. « Quand j'ai appris l'existence de l'épouse secrète que les Dervaux avaient fait disparaître, j'ai compris que nous avions un ennemi commun. Geneviève, » murmura Élodie. « Exactement. Cette femme a détruit ma famille, et elle a détruit votre mariage. Elle est le véritable poison de cette dynastie. » Élodie réfléchissait à toute vitesse. L'alliance que lui proposait Thierry était tentante, mais quelque chose la troublait. « Pourquoi me faire confiance? Comment savez-vous que je ne vais pas tout répéter à Benoît? Parce que vous êtes ici ce soir, parce que vous portez cette robe éblouissante et que vous avez eu le courage de vous présenter comme son épouse devant tout Paris. Une femme qui aime encore aveuglément ne prend pas de tels risques. » Il avait touché dans le mille. Élodie ne savait plus très bien ce qu'elle ressentait pour Benoît. L'amour était-il encore là ou seulement l'habitude de l'aimer? « Que proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle. « Une exposition de vos œuvres dans ma galerie, pour commencer. Vous redeviendrez l'artiste que vous étiez avant qu'on vous efface. Et accessoirement, » il marqua une pause dramatique. « Cela rendra Benoît fou de jalousie. » À cet instant, comme invoqué par leurs paroles, Benoît apparut devant eux. Son visage était tendu, ses mâchoires serrées. Il avait manifestement entendu une partie de leur conversation. « Puis-je vous emprunter ma femme quelques instants ?» dit-il à Thierry d'un ton qui n'admettait pas de refus. « Votre femme est libre de ses choix, » répondit Thierry avec un sourire provoquant. « N'est-ce pas, Élodie ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Dans cette alcôve feutrée de l'opéra, elle se trouvait au centre d'un triangle qui allait déterminer son avenir. Benoît, l'homme qu'elle avait aimé passionnément et qui l'avait abandonné. Thierry, cet inconnu séduisant qui lui offrait une revanche sur plateau d'argent. « 5 minutes, » dit-elle finalement à Benoît. « Mais pas plus, et pas ici, sur la terrasse. » Benoît acquiesça avec empressement et la guida vers la terrasse qui surplombait la place de l'Opéra. L'air frais de la nuit parisienne leur fit du bien après l'atmosphère étouffante de la soirée. « Il faut que tu saches, » commença Benoît d'une voix pressante, « que pendant ces 5 années, pas un jour ne s'est passé sans que je pense à toi. Et pourtant, pas un jour tu n'as décroché ton téléphone, » répliqua-t-elle sèchement. « J'avais honte. Honte d'avoir cru ma mère, honte d'avoir été si faible, honte de t'avoir fait du mal. » Élodie le regarda vraiment pour la première fois de la soirée. Derrière le masque du businessman accompli, elle retrouvait fugacement l'homme vulnérable qu'elle avait aimé. Mais était-ce suffisant?
La honte ne justifie pas l'abandon, Benoît. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Tu es toujours le même homme influençable, toujours sous la coupe de ta mère. Non, dit-il en s'approchant d'elle. Ce soir, j'ai compris que je t'avais perdu, et que c'était ma faute, mais je ne vais pas te laisser filer une seconde fois. Tu n'as pas ton mot à dire, répondit-elle en reculant. Je ne suis plus la femme naïve qui t'attendait en Bretagne. Cette femme-là est morte le jour où tu as cessé de répondre à mes appels. Elle se dirigea vers la porte, mais la voix de Benoît l'arrêta. « Élodie, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il te veut vraiment ?» Elle se retourna, un sourire ambigu aux lèvres. « Peut-être ce que tu aurais dû me donner depuis longtemps, de la reconnaissance. » Qu'elle disparut à l'intérieur, laissant Benoît seul face à la nuit parisienne et à ses remords. Le lendemain matin, Élodie se réveilla dans sa chambre d'hôtel parisienne, avec la sensation étrange d'avoir franchi un point de non-retour. Les journaux du matin étalés sur la table basse confirmaient ses intuitions. « L'épouse secrète de Benoît Dervaux fait sensation à l'opéra », titrait Le Figaro. « Scandale chez les Dervaux. Qui est la mystérieuse Élodie ?» questionnait Paris Match. Son téléphone n'avait cessé de sonner depuis 6 heures du matin. Journalistes, photographes, même des producteurs de télévision voulaient son témoignage. Elle avait tout éteint et commandé son petit déjeuner en chambre. Un coup discret à la porte interrompit sa lecture. « Service d'étage », annonça une voix féminine. Mais quand Élodie ouvrit, elle découvrit Maëlle, les bras chargés de croissants chauds et d'un thermos de café. « Tu croyais vraiment que j'allais te laisser affronter ce tsunami médiatique toute seule ?» dit sa sœur, en s'installant confortablement dans le salon de la suite. « Comment tu as fait pour monter ?»« J'ai mes relations dans l'hôtellerie de luxe », répondit Maëlle avec un clin d'œil. « Alors, raconte-moi tout. Les journaux parlent d'un triangle amoureux explosif avec un certain Thierry Marchal. » Élodie soupira et lui relata les événements de la veille. Maëlle l'écoutait avec attention, ponctuant le récit de petits sifflements admiratifs ou inquiets. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?» demanda finalement Maëlle. « Tu joues avec 2 hommes qui ont tous les 2 des raisons très personnelles de vouloir détruire l'autre. »« Je ne joue avec personne. J'essaye simplement de reprendre ma vie en main. En acceptant l'aide d'un homme qui avoue ouvertement vouloir se venger de la famille de ton mari. » Avant qu'Élodie puisse répondre, on frappa à nouveau à la porte. Cette fois, c'était bien le service d'étage, mais le garçon apportait un immense bouquet de pivoine blanche. La carte qui l'accompagnait était signée Thierry. « Pour une nouvelle renaissance artistique. Je vous attends à la galerie à 15 heures, TM. » « Il ne perd pas de temps, » murmura Maëlle en humant les fleurs. « C'est exactement ce que j'aime chez lui, » répondit Élodie, surprise elle-même par cette réaction spontanée. Maëlle fronça les sourcils. « Élodie, tu ne vas pas tomber amoureuse de cet homme par esprit de revanche ?» La question toucha juste. Élodie s'installa près de la fenêtre qui donnait sur les jardins du Luxembourg. « Je ne sais plus très bien ce que je ressens, Maëlle. Hier soir, quand Benoît m'a dit qu'il pensait à moi tous les jours, j'ai eu envie de le croire. Mais en même temps, quand Thierry me parle de mes toiles, de mon talent, j'ai l'impression de me retrouver. Et si c'était exactement ce qu'il cherche, te faire croire qu'il s'intéresse à ton art, alors qu'il veut juste t'utiliser contre Benoît, alors je l'utiliserai aussi, » répondit Élodie avec une détermination qui surprit sa sœur. « Pendant 5 ans, j'ai été la victime de cette histoire. Il est temps que je devienne l'actrice principale. » L'après-midi, Élodie se rendit à l'adresse indiquée par Thierry. La galerie Marchal se situait dans le Marais, un espace moderne et lumineux où s'exposaient des œuvres contemporaines audacieuses. Thierry l'accueillit avec un sourire chaleureux, vêtu d'un simple pull en cachemire noir qui soulignait son élégance naturelle. « Vous êtes venu, » dit-il en lui prenant les mains. « J'espérais que les journaux ne vous auraient pas fait fuir. Au contraire, ils m'ont convaincu que j'avais raison de reprendre ma place. » Il la guida à travers la galerie, lui expliquant sa vision artistique, sa façon de découvrir de nouveaux talents. Élodie était impressionnée par sa culture et sa passion genuine pour l'art. Peut-être Maëlle se trompait-elle sur ses motivations. « J'ai récupéré quelques-unes de vos anciennes toiles, » dit-il en s'arrêtant devant un mur vide. Celle du phare que Benoît contemplait dans ce café lyonnais, entre autres. Élodie sursauta. « Comment l'avez-vous eu ?»« J'ai mes sources. Le café a fermé l'année dernière et le propriétaire vendait tout son mobilier, y compris les œuvres accrochées au mur. Il disparut quelques instants et revint avec la toile qu'elle avait peinte 6 ans plus tôt. Revoir cette peinture lui fit l'effet d'un coup de poing au ventre. C'était exactement devant cette œuvre que Benoît et elle s'étaient parlé pour la première fois. « Pourquoi celle-là en particulier ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Parce qu'elle représente parfaitement ce que vous êtes. Une femme qui peint la solitude avec tant de beauté qu'elle la transforme en espoir.
Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Thierry avait une façon de la voir qui la troublait, comme s'il percevait des aspects d'elle-même qu'elle avait oubliés. « Votre exposition pourrait s'ouvrir dans 15 jours, continua-t-il, le temps de réunir une dizaine de vos œuvres et de préparer la communication. Qu'en dites-vous ? J'en dis que c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Il sourit et s'approcha d'elle. Pour un instant, Élodie crut qu'il allait l'embrasser, mais il se contenta de déposer un baiser léger sur sa joue. « Alors, c'est un nouveau départ pour vous, Élodie Dervaux. » En sortant de la galerie, elle tomba nez à nez avec Benoît qui l'attendait visiblement depuis un moment appuyé contre sa voiture. Il avait l'air fatigué, les traits tirés, mais son regard s'illumina en la voyant. « Il fallait que je te voie, » dit-il en s'approchant. « Après notre conversation hier soir, je n'ai pas fermé l'œil. Qu'est-ce que tu veux, Benoît ? Te reconquérir. Vraiment, cette fois. Sans ma mère, sans les pressions familiales, sans tous ces mensonges qui nous ont séparés. » Élodie le regarda longuement. L'homme qu'elle avait aimé était là, devant elle, vulnérable et sincère. Mais était-ce suffisant pour effacer 5 années de silence ? « Il est trop tard pour les regrets, » dit-elle doucement, « mais peut-être pas trop tard pour se redécouvrir. Que veux-tu dire ? Je veux dire que si tu veux vraiment me reconquérir, tu vas devoir apprendre qui je suis devenue, pas la femme que tu as abandonnée en Bretagne, mais celle qui se tient devant toi aujourd'hui. » Elle monta dans le taxi qu'elle avait appelé, laissant Benoît avec cette énigme à résoudre. Dans le rétroviseur, elle le vit rester immobile un long moment, comme s'il réfléchissait intensément à ses paroles. Le jeu ne faisait que commencer. Les 10 jours qui suivirent furent un étrange balai entre passé et avenir. Benoît, fidèle à sa parole, s'était mis en tête de redécouvrir Élodie. Mais ses tentatives, d'abord maladroites, révélaient combien il avait du mal à sortir de ses habitudes de businessman habitué à tout contrôler. Le premier jour, il lui avait fait livrer un collier de diamants chez Cartier. Élodie l'avait renvoyé avec un mot « Je ne suis plus une femme qu'on achète, essaie encore ». Le deuxième jour, il avait tenté de la joindre en passant par ses secrétaires. Elle n'avait pas pris l'appel et lui avait fait répondre qu'elle n'était pas un rendez-vous d'affaires à planifier. Le troisième jour, quelque chose avait changé. Élodie travaillait dans l'atelier que Thierry avait mis à sa disposition dans l'arrière-boutique de la galerie. Elle retrouvait avec bonheur les sensations oubliées, l'odeur de la peinture à l'huile, la texture rugueuse de la toile sous le pinceau, cette concentration absolue qui la coupait du monde. Elle peignait une nouvelle version du phare breton, mais cette fois, il n'était plus solitaire. Des oiseaux de mer voltigeaient autour comme des promesses de liberté. « C'est magnifique », dit une voix familière derrière elle. Elle se retourna. Benoît se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 gobelets de carton fumant. Il portait un jean et un pull simple, loin de ses habituels costumes sur mesure. « Comment es-tu entré ?» demanda-t-elle en posant son pinceau. « Thierry m'a ouvert. Il m'a dit que si je voulais te voir, je devrais venir dans ton univers, au lieu d'essayer de te faire venir dans le mien. » Élodie fut surprise. L'idée que les 2 hommes aient pu se parler la troublait. « Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre ? Que tu étais en train de créer quelque chose d'exceptionnel, et qu'un homme intelligent devrait s'estimer heureux de pouvoir simplement l'observer. » Benoît s'approcha de sa toile, étudiant chaque détail avec une attention qu'elle ne lui avait jamais vu accorder à son art autrefois. « Ce phare, c'est celui de Carnac ? » ?»« Oui, » répondit-elle doucement, « celui qu'on voyait depuis notre chambre. Mais il est différent, moins sombre, moins seul. Les gens changent, Benoît, les perspectives aussi. » Il lui tendit l'un des gobelets, du thé au jasmin, sa boisson préférée qu'il avait achetée dans le petit salon de thé asiatique de la rue du Rosier. Le fait qu'il s'en soit souvenu la touchait malgré elle. « J'ai démissionné de mon poste de PDG ce matin, » dit-il soudain. Élodie faillit renverser son thé. « Quoi ? J'ai confié la direction opérationnelle à mon associé Vincent Moreau. Je reste actionnaire majoritaire, mais je ne veux plus de cette vie où je n'ai pas une minute pour ce qui compte vraiment. »« Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Toi, nous, cette chance de recommencer que tu m'offres, même si je ne la mérite pas. » Élodie s'assit sur un tabouret désorienté par cette révélation. L'homme qui avait sacrifié leur mariage pour l'empire familial venait de faire exactement l'inverse. « Ta mère doit être folle de rage. »« Ma mère ne dirigera plus ma vie, » répondit-il avec une fermeté qu'elle ne lui connaissait pas. « J'ai 40 ans, Élodie. Il était temps que je devienne un homme libre. » Ils burent à leur thé en silence, observant la toile qui séchait lentement. Cette intimité retrouvée, cette simplicité, rappelaient à Élodie leurs meilleurs moments en Bretagne. « Pourquoi maintenant ?» finit-elle par demander. « Qu'est-ce qui a changé ?» Benoît posa son gobelet et la regarda droit dans les yeux. « Voir Thierry te regarder hier,
comprendre qu'un autre homme pouvait voir en toi ce que j'avais été assez idiot pour oublier, et réaliser que si je ne faisais rien, j'allais te perdre définitivement. Tu m'as déjà perdu, Benoît. La femme qui t'attendait en Bretagne n'existe plus. Je sais. Et c'est cette nouvelle femme que je veux apprendre à connaître. Celle qui a eu le courage de se reconstruire seule, qui ose affronter tout Paris, qui peint avec une force que tu n'avais pas avant. Élodie sentit sa résolution vaciller. Cet homme vulnérable et sincère ressemblait enfin à celui dont elle était tombée amoureuse. Mais les blessures étaient-elles vraiment guéries? Si on recommençait, proposa-t-il soudain, pas comme un couple qui se retrouve, mais comme deux personnes qui apprennent à se découvrir, sans promesse, sans engagement, juste voir ce qui arrive. Et Thierry fait partie de ta nouvelle vie. Je l'accepte. Ce que je ne peux pas accepter, c'est de ne pas essayer de me battre pour toi. À cet instant, la voix de Thierry résonna depuis la galerie. Élodie, le journaliste d'art moderne est arrivé pour l'interview. L'intrusion de la réalité brisa l'instant de grâce. Élodie se leva, soudain gênée d'avoir été surprise dans cette intimité avec Benoît. « Je dois y aller, dit-elle. »« Je sais. » Il ramassa les gobelets vides. « Élodie, merci de m'avoir écouté. Et ton exposition aura lieu dans 5 jours. J'aimerais y être si tu acceptes. Pourquoi? Parce que c'est ta renaissance. Et que même si je n'en fais plus partie, j'aimerais être témoin de ton bonheur. » Il sortit sans rien ajouter, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Quelques minutes plus tard, Thierry apparut dans l'atelier. « Tout va bien? Vous semblez troublé. »« Benoît vient de démissionner de son poste, » répondit-elle sans réfléchir. Thierry haussa les sourcils, visiblement surpris. « Intéressant. L'Empire d'Hervaux sans son prince héritier. Cela va faire du bruit dans le milieu des affaires. Vous n'avez pas l'air inquiet. Pourquoi le serais-je? Cela ne change rien à mes projets. Et concernant vous, cela confirme ce que je pensais. Cet homme est prêt à tout pour vous récupérer. Et cela vous dérange? » Thierry s'approcha d'elle et caressa doucement sa joue. « Élodie, je ne suis pas un homme qui force les sentiments. Si votre cœur vous ramène vers lui, je ne vous retiendrai pas. Mais sachez que moi, je ne vous abandonnerai jamais. » Cette promesse, prononcée avec tant de sincérité, fit naître en elle une émotion inattendue. Entre l'homme qui avait appris à l'aimer à nouveau et celui qui lui promettait de ne jamais la quitter, son cœur se déchirait. L'exposition approchait et avec elle le moment de choisir qui elle voulait vraiment être. Le soir du vernissage, la galerie Marchal brillait de 1000 feux. Élodie se tenait devant le miroir de l'arrière-boutique, ajustant sa robe crème, simple mais élégante, qui mettait en valeur la fierté retrouvée dans son regard. Ce soir n'était pas celui de la femme oubliée de Benoît d'Hervaux, mais celui d'Élodie Marceau, l'artiste. « Vous êtes prête ?» demanda Thierry en passant la tête par l'entrebâillement de la porte. Il était impeccable dans son costume sombre, mais Élodie perçut une nervosité inhabituelle dans sa voix. Ce vernissage signifiait autant pour lui que pour elle, pour des raisons qu'elle commençait seulement à comprendre. « Aussi prête qu'on peut l'être, avant de montrer son âme à des inconnus, » répondit-elle avec un sourire tremblant. La galerie était bondée, critiques d'art, collectionneurs, journalistes, et cette élite parisienne qui ne ratait jamais un événement culturel. Élodie reconnut plusieurs visages aperçus à la gala de l'Opéra, mais cette fois, les regards étaient différents, plus respectueux. Elle n'était plus la femme scandale, mais l'artiste du moment. Ses toiles étaient parfaitement mises en valeur par l'éclairage de Thierry. Le phare aux oiseaux trônait au centre, entouré par une série de marines qui racontaient l'histoire d'une femme qui avait apprivoisé sa solitude pour en faire une force créatrice. Chaque œuvre portait en elle une parcelle de sa renaissance. « Madame d'Hervaux, vos toiles dégagent une mélancolie très moderne, » lui dit François Dubois, le critique influent d'Art Magazine. Cette série sur la solitude, elle semble autobiographique. « Tout art véritable l'est, d'une façon ou d'une autre, » répondit Élodie diplomatiquement. Elle aperçut Maëlle près du buffet, radieuse de fierté, qui prenait des photos discrètes pour immortaliser ce moment. Sa sœur lui adressa un clin d'œil complice, avant de reprendre sa conversation avec un collectionneur visiblement intéressé par les œuvres. À 21h, alors que la soirée battait son plein, Benoît fit son entrée. Il avait tenu parole et était venu, mais Élodie fut frappée par sa transformation. Fini le costume de PDG arrogant. Il portait une veste de tweed et un pantalon sombre, l'allure d'un homme qui avait retrouvé sa simplicité. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et il lui sourit avec une tendresse qu'elle reconnaissait. Il ne vint pas directement vers elle, préférant d'abord contempler chacune de ses toiles avec l'attention respectueuse d'un véritable amateur d'art. Élodie l'observait discrètement, touchée de le voir redécouvrir son univers créatif
avec tant de sérieux. « Il comprend enfin qui vous êtes vraiment », murmura Thierry à son oreille. « Et vous m'avez comprise dès le premier regard ?»« Non, » répondit-il honnêtement. « Au début, je vous voyais comme un moyen d'atteindre mon objectif. Mais maintenant, il ne termina pas sa phrase, mais son regard disait tout. Élodie sentit son cœur se serrer. Thierry était en train de tomber amoureux d'elle, vraiment amoureux, et cette révélation changeait tout. Vers 22 heures, les invités commencèrent à se disperser. Plusieurs toiles avaient trouvé acquéreur, et François Dubois avait promis un article élogieux. C'était un succès au-delà de ses espérances. « Je vais fermer la galerie », annonça Thierry. « Prenez le temps de savourer ce moment. » Il s'éloigna pour raccompagner les derniers invités, laissant Élodie seule avec Benoît devant le phare aux oiseaux. « Je me souviens du jour où tu as peint le premier, » dit-il doucement. « Tu étais assise sur les rochers, tu disais que ce phare te ressemblait. Solitaire mais résistant. Et maintenant ? Maintenant, il a des oiseaux autour de lui. Il n'est plus seul, mais il n'a pas perdu sa force. » Élodie fut touchée par la justesse de son interprétation. « Tu as vraiment changé, Benoît. Perdre ce qu'on a de plus précieux a tendance à remettre les priorités en place, » répondit-il en se tournant vers elle. « Élodie, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après toutes ces années, mais dis-le. Accepterais-tu de passer une soirée avec moi, pas comme ton mari qui essaie de te reconquérir, mais comme un homme qui aimerait apprendre à connaître l'artiste extraordinaire que tu es devenu ?» Avant qu'elle puisse répondre, Thierry réapparut. Son visage se durcit en voyant la proximité entre Élodie et Benoît. « La galerie est fermée, » dit-il d'un ton plus sec qu'à l'habitude. Un silence tendu s'installa. Élodie comprit qu'elle était arrivée au moment de vérité. Ces deux hommes attendaient une réponse, une direction à donner à cette histoire compliquée. « J'ai besoin de prendre l'air », déclara-t-elle soudain. « Seule, cette soirée a été intense. J'ai besoin de réfléchir. » Elle attrapa son manteau et se dirigea vers la sortie, laissant les deux hommes face à face. Dans la rue, l'air frais de Paris lui fit du bien. Elle marcha sans but précis, les événements de la soirée se bousculant dans sa tête. Son téléphone vibra. Un message de Geneviève Dervaux. « Nous devons parler. Demain, 15 heures, café de Flore. Il y a des choses que vous devez savoir sur Thierry Marchal. » Élodie fixa l'écran, intriguée. Que pouvait bien lui vouloir la femme qui avait orchestré sa disparition? Et surtout, que savait-elle sur Thierry que lui-même n'avait pas révélé? Elle leva les yeux vers le ciel étoilé de Paris. Cette nuit devait marquer sa renaissance artistique, mais elle se terminait sur de nouvelles questions. Dans cette histoire, personne n'était exactement ce qu'il semblait être. Le lendemain promettait de nouvelles révélations qui pourraient tout changer. Encore une fois, en rentrant à son hôtel, elle croisa son reflet dans la vitrine d'un magasin. La femme qu'elle voyait était forte, belle, épanouie. Pour la première fois depuis des années, elle se reconnaissait parfaitement. Quoi qu'il arrive, elle ne redeviendrait jamais la femme oubliée qu'elle avait été. Cette certitude-là, au moins, était inébranlable. Le café de Flore bourdonnait de son activité habituelle quand Élodie poussa la porte 15 minutes en avance sur le rendez-vous fixé par Geneviève. Elle choisit une table au fond, dos au mur, comme si elle se préparait à un interrogatoire plutôt qu'à une conversation. Geneviève Dervaux fit son entrée avec sa prestance habituelle, vêtue d'un tailleur Chanel anthracite qui soulignait son autorité naturelle. Mais Élodie perçut quelque chose de nouveau dans son regard, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci d'être venue », dit Geneviève en s'asseyant face à elle sans même commander. « Votre message était suffisamment intriguant pour attiser ma curiosité », répondit Élodie sur ses gardes. « Que voulez-vous me dire sur Thierry Marchal ?» Geneviève prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret longtemps gardé. Thierry Marchal n'existe pas. Enfin, pas sous ce nom. Il s'appelle en réalité Thierry Dubois-Laurent. C'est le fils de Jean-Baptiste Dubois et de Camille Laurent. Élodie fronça les sourcils. Il m'a dit que son père était Jean-Baptiste Dubois, l'ancien associé de votre mari. C'est la vérité. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est pourquoi son père a quitté l'entreprise. Geneviève héla le serveur et commanda un café serré. Jean-Baptiste n'a pas été évincé comme il l'a probablement raconté. Il est parti parce qu'il détournait des fonds. « Vous mentez », répliqua Élodie instinctivement. « J'aimerais bien. Philippe, mon défunt mari, a découvert les malversations, mais a choisi de laisser partir Jean-Baptiste discrètement plutôt que de le traîner en justice, par égard pour leur ancienne amitié et pour protéger Camille, qui était enceinte de Thierry. » Geneviève sortit une chemise de son sac à main et la fit glisser vers Élodie. « Les preuves sont là. Rapport d'audit, relevé bancaire, tout. Philippe a tout conservé au cas où. » Élodie ouvrit le dossier avec des mains tremblantes.
Les documents semblaient authentiques, détaillant effectivement des transferts suspects, des factures gonflées, un système de détournement sophistiqué étalé sur plusieurs années. « Pourquoi me montrez-vous ça maintenant ?» demanda-t-elle, troublée. « Parce que Thierry ne vous courtise pas par amour, Élodie. Il vous utilise pour atteindre Benoît et récupérer ce qu'il considère comme son héritage légitime. Il croit que son père a été spolié et il cherche la vengeance. Même si c'était vrai, qu'est-ce que cela change? Votre fils m'a abandonné pendant 5 ans. Au moins, Thierry me voit comme je suis vraiment. Mon fils vous aime, dit Geneviève d'une voix plus douce. Mais moi, j'ai tout fait pour vous séparer. C'est moi qui ai forgé votre signature sur les papiers de divorce. C'est moi qui lui ai fait croire que vous ne vouliez plus de lui. Cette révélation frappa Élodie comme un coup de massue. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur que vous l'éloigniez de l'entreprise, de ses responsabilités. Mon mari venait de mourir, l'Empire était fragile, et Benoît était le seul à pouvoir le sauver. Votre amour le rendait trop humain, trop vulnérable. Geneviève but une gorgée de café, ses mains légèrement tremblantes. J'ai détruit votre mariage par égoïsme maternel. Et maintenant, je vois mon fils démissionner de son poste, prêt à tout sacrifier pour vous reconquérir. J'ai créé exactement ce que je voulais éviter. Élodie resta silencieuse, assimilant ces révélations qui bouleversaient sa perception des événements. Tout ce qu'elle croyait savoir sur les 5 dernières années s'effondrait. « Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» finit-elle par demander. « Parce que hier soir, en voyant Benoît vous regarder peindre, j'ai compris qui vous étiez vraiment. Pas une menace pour notre famille, mais sa chance de bonheur. Et parce que Thierry n'est pas l'homme que vous croyez. » Comme si elle l'avait invoqué, Thierry apparut soudain à leur table, le visage livide. « Geneviève, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je répare mes erreurs, » répondit calmement la mère de Benoît. Thierry regarda le dossier ouvert devant Élodie et comprit immédiatement. « Elle vous raconte des mensonges, Élodie. Ma mère a passé sa vie à protéger l'honneur de mon père contre les calomnies des Dervaux. »« Vraiment ?» Élodie leva les yeux vers lui, cherchant la vérité dans son regard. « Alors pourquoi m'avoir caché votre vrai nom? Pourquoi toutes ces mystifications ?» Thierry s'assit lourdement, soudain moins sûr de lui, parce que je savais que vous ne m'auriez jamais fait confiance si vous aviez connu mon identité réelle dès le début. Donc, vous m'avez menti. Je vous ai protégé. Cette famille vous a détruite une fois. Je ne voulais pas qu'elle recommence. Non, dit Élodie en se levant. Vous m'avez utilisé exactement comme elle l'a fait. Chacun pour vos raisons. Mais le résultat est le même. Personne ne m'a jamais laissé choisir en connaissance de cause. Elle attrapa son manteau, le cœur lourd de déception. Je pensais qu'au moins avec vous, j'avais trouvé quelqu'un d'honnête. Élodie, attendez! Thierry se leva pour la suivre, mais elle était déjà partie. Dans la rue, elle marcha rapidement, respirant à plein poumon l'air frais de l'après-midi parisien. Son téléphone sonna. Benoît. Élodie, ma mère m'a dit qu'elle t'avait vu, elle m'a tout avoué. Les faux papiers, les mensonges, tout. Je sais, répondit-elle d'une voix lasse. Et j'ai aussi découvert qui était vraiment Thierry. Où es-tu? J'arrive. Non, Benoît, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de réfléchir à tout ça sans influence extérieure. Un silence, puis sa voix plus douce. D'accord, mais sache que cette fois, je t'attendrai le temps qu'il faudra, et que plus jamais personne ne prendra de décision à ta place. Après avoir raccroché, Élodie s'arrêta devant une vitrine. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme forte qui avait survécu à toutes les manipulations. Maintenant qu'elle connaissait enfin la vérité sur tout le monde, elle pouvait enfin décider de son avenir en toute conscience. Mais cette liberté retrouvée était-elle une bénédiction ou une épreuve supplémentaire? Car choisir, c'était aussi renoncer. Et après tant d'années d'attente, était-elle prête à parier à nouveau sur l'amour? La réponse viendrait bientôt. Mais cette fois, ce serait sa décision, et la sienne seule. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations du café de Flore. 3 semaines pendant lesquelles Élodie avait choisi de s'isoler dans la petite maison bretonne, celle-là même où elle avait vécu ses plus beaux moments avec Benoît. Paradoxalement, c'était dans ce lieu chargé de souvenirs qu'elle avait trouvé la paix nécessaire pour faire le point. La maison avait peu changé. Benoît avait continué à payer l'entretien toutes ces années, comme s'il gardait espoir qu'elle y reviendrait un jour. Cette découverte l'avait touchée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce matin-là, assise face à l'océan avec une tasse de thé fumante, elle observait le phare de Carnac qui se dressait fièrement contre les embruns. Ses pinceaux et sa palette étaient posés à côté d'elle, mais pour une fois, elle n'avait pas envie de peindre. Elle voulait simplement regarder, respirer, exister. Le bruit d'une voiture qui se garait dans l'allée la fit se retourner. Son cœur s'accéléra en reconnaissant la silhouette de Benoît qui descendait de sa voiture, hésitant,
comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. « J'espère que je ne te dérange pas, » dit-il en s'approchant lentement. « Maël m'a dit que tu étais ici. »« Tu ne me déranges pas, » répondit Élodie sincèrement. « Au contraire, je me demandais quand tu viendrais. » Et il s'assit sur la marche à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Il avait encore maigri et ses traits étaient tirés par la fatigue. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Mieux. Et toi ? J'ai connu des périodes plus faciles, » avoua-t-il avec un sourire triste. « L'entreprise tourne sans moi, ce qui est rassurant et vexant à la fois. Ma mère a démissionné du conseil d'administration. Elle dit qu'elle a assez fait de dégâts comme ça. Et Thierry, il a quitté la France. Il m'a envoyé une lettre dans laquelle il s'excuse pour tout. Il dit qu'il était aveuglé par sa soif de vengeance, mais qu'en apprenant à te connaître, il a compris qu'il ne pouvait pas t'utiliser. » Élodie hocha la tête. Malgré tout, elle gardait une certaine affection pour Thierry. Il avait menti, certes, mais il lui avait aussi redonné confiance en son art. « Et nous » demanda Benoît d'une voix à peine audible. C'était la question qu'elle redoutait et espérait à la fois. Celle pour laquelle elle était venue chercher des réponses dans ce lieu où tout avait commencé. « Benoît » commença-t-elle lentement. « Ces 3 semaines m'ont permis de comprendre quelque chose d'important. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans le ressentiment et la colère. J'étais prisonnière de ma propre souffrance. » Il l'écoutait attentivement, n'osant pas l'interrompre. « Puis tu es revenu dans ma vie, et j'ai cru que je voulais me venger, te faire souffrir comme j'avais souffert. Mais en réalité, ce que je voulais, c'était retrouver qui j'étais avant que tout s'effondre. Et qui es-tu » demanda-t-il doucement. « Je suis une femme qui a appris à être heureuse seule, qui a redécouvert sa passion pour la peinture, qui n'a plus besoin qu'on la valide pour exister. » Elle se tourna vers lui. « Mais je suis aussi une femme qui a aimé un homme de tout son cœur et qui a découvert que cet amour était plus fort que la rancune. » Les yeux de Benoît s'illuminèrent d'un espoir qu'il n'osait plus nourrir. « Mais attention, » continua Élodie, « je ne suis plus la femme de 20 ans qui rêvait du prince charmant. Si nous recommençons, ce sera avec la femme que je suis aujourd'hui, indépendante, exigeante, et qui ne pardonnera pas une seconde fois. » Benoît prit ses mains dans les siennes. « Je ne veux pas de la femme que tu étais, Élodie. Je veux de celle que tu es devenue. Cet artiste magnifique qui expose à Paris, cette femme forte qui a su me tenir tête et me remettre à ma place. Même si ça signifie que je continuerai à peindre, à exposer, à avoir ma vie propre. Surtout si ça signifie ça, » répondit-il en souriant. « J'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant je sais, je ne t'aime pas malgré ta force. Je t'aime pour ta force. » Ils restèrent silencieux un moment, main dans la main, regardant l'océan qui s'étendait à l'infini devant eux. « Il y a autre chose, » dit finalement Élodie. « J'ai reçu une proposition pour exposer à New York l'année prochaine. C'est une opportunité énorme pour ma carrière. »« Alors il faut que tu y ailles, » répondit Benoît sans hésiter. « Même si ça nous sépare à nouveau ?» Élodie. « Si ces 5 années m'ont appris quelque chose, c'est que l'amour véritable ne s'accommode pas de cage. Si tu dois partir à New York pour t'épanouir, alors j'apprendrai à aimer à distance. Ou mieux. » Il marqua une pause. « Je pourrais peut-être t'accompagner. J'ai toujours rêvé de découvrir l'Amérique. » Cette fois, Élodie ne put retenir ses larmes. Mais c'étaient des larmes de bonheur, de soulagement, de retrouvailles avec un amour qu'elle croyait mort. « Benoît, » murmura-t-elle. « Oui, je t'aime. Malgré tout, à travers tout, je t'aime encore. » Il l'attira contre lui et la serra dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Moi aussi, je t'aime. Et cette fois, je te le dirai tous les jours, jusqu'à ce que tu en sois lassé. Ça risque de prendre du temps, » murmura-t-elle contre son épaule. « J'ai tout mon temps, » répondit-il, en déposant un baiser sur ses cheveux. « Nous avons tout notre temps. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse, Élodie pensa à tout le chemin parcouru. De la femme oubliée qu'elle était, elle était devenue une femme qui choisissait son destin. Et son choix, c'était l'amour. Pas l'amour aveugle de la jeunesse, mais l'amour conscient de la maturité. L'amour qui n'efface pas le passé, mais qui construit l'avenir. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir lui semblait lumineux. Le soleil de septembre baignait les rues de Soho d'une lumière dorée, quand Élodie poussa la porte de sa galerie new-yorkaise. Marceau Galerie était gravé en lettres élégantes sur la devanture, témoignage de sa réussite artistique internationale. 2 ans après son exposition parisienne, elle était devenue l'une des peintres françaises les plus en vue de sa génération. « Bonjour Anna », salua-t-elle son assistante américaine qui préparait le vernissage de sa nouvelle série, Lumière d'Amérique, inspirée par ses 2 années d'immersion dans la culture new-yorkaise. « Bonjour Élodie. Benoît vous attend dans le bureau. Il a l'air excité comme un enfant le matin de Noël. » Élodie sourit. En 2 ans,
Benoît avait appris l'anglais, découvert sa passion pour l'investissement dans les startups technologiques et surtout, il avait appris à la laisser briller sans jamais s'effacer. Leur relation avait trouvé un équilibre parfait entre amour et indépendance. Elle le trouva effectivement dans son bureau, pianotant nerveusement sur son ordinateur portable, vêtu de son éternel jean et pull en cachemire qui lui donnait l'allure décontractée d'un entrepreneur de la Silicon Valley plutôt que celle d'un héritier français. « Qu'est-ce qui te rend si fébrile ?» demanda-t-elle en l'embrassant tendrement. « J'ai reçu un appel de Paris ce matin, » répondit-il, les yeux brillants. « Le musée d'Orsay veut acquérir ta série Renaissance pour leur collection permanente. » Élodie sentit ses jambes se dérober. Le musée d'Orsay, son rêve le plus fou depuis qu'elle avait commencé à peindre. « Tu plaisantes ? Jamais de la vie. Ils organisent une exposition sur les nouvelles voies de l'art français contemporain et ils veulent que tu sois la figure principale. » Elle se laissa tomber dans un fauteuil, bouleversée. Voir ses œuvres accrochées aux côtés des grands maîtres français était une consécration qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Il y a autre chose, » continua Benoît en s'agenouillant devant elle. « Cette exposition aura lieu en juin prochain, et j'ai pensé que, peut-être, ce serait le moment parfait pour... » Il sortit un écrin de velours noir de sa poche. Pas un écrin tape à l'œil de joaillier de luxe, mais une simple boîte artisanale qu'elle reconnut immédiatement. « Tu as gardé la bague de ta grand-mère » murmura-t-elle émue. « Je l'ai toujours gardée. Même pendant ces 5 années où je te croyais perdu, je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer. » Il ouvrit l'écrin, révélant un solitaire ancien, simple et élégant, qui avait appartenu à 4 générations de femmes d'Hervaux. « Élodie Marceau, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « veux-tu m'épouser, vraiment cette fois, devant nos familles, nos amis, le monde entier si nécessaire ?» Elle le regarda, cet homme qui avait appris à l'aimer sans la posséder, qui l'avait suivi à New York sans se plaindre, qui célébrait chacun de ses succès comme s'il s'agissait des siens propres. « Nous sommes déjà mariés, » répondit-elle malicieusement. « Je sais, mais je veux que cette fois, ce soit ton choix. Pas une décision prise dans l'urgence de la passion, mais le choix réfléchi d'une femme libre qui décide de partager sa vie avec l'homme qu'elle aime. » Élodie sentit les larmes monter. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux t'épouser. Encore. Mieux. Pour de vrai. » Il lui passa la bague au doigt avec une délicatesse infinie, comme s'il manipulait la plus précieuse des œuvres d'art. « Je t'aime, Élodie d'Hervaux Marceau, » dit-il en l'embrassant. « Et moi, je t'aime, Benoît d'Hervaux Marceau, » répondit-elle en riant à travers ses larmes. Plus tard dans la soirée, ils se promenaient dans Central Park, main dans la main, planifiant déjà leur retour en France pour le vernissage au musée d'Orsay et la cérémonie de renouvellement de vœux qu'ils organiseraient dans la petite chapelle de Carnac, où tout avait commencé. « Au fait, » dit Élodie, « j'ai eu des nouvelles de Thierry la semaine dernière. »« Ah bon ? Il s'est installé en Nouvelle-Zélande. Il a ouvert une école d'art pour les enfants défavorisés. Il dit qu'il a trouvé sa voie, en aidant les autres à découvrir la leur. Je suis content pour lui, » répondit sincèrement Benoît. « Au final, nous avons tous trouvé notre chemin. Et Geneviève ? Ma mère a commencé une thérapie. Elle apprend à être grand-mère plutôt que manipulatrice en chef. Elle a hâte de rencontrer ses futurs petits-enfants, » dit-il avec un sourire malicieux. « Ses futurs petits-enfants » répéta Élodie en haussant un sourcil. « Eh bien, maintenant que nous sommes de nouveau officiellement fiancés, nous pourrions commencer à réfléchir à agrandir la famille. » Élodie s'arrêta de marcher et le regarda dans les yeux. « Benoît d'Hervaux, est-ce que tu serais en train de me demander de faire des enfants ? Je te demande si tu en as envie, avec moi, quand tu te sentiras prête, sans pression, à ton rythme. » Cette considération pour ses désirs, cette patience, cette façon de la mettre toujours au centre de leurs décisions communes, voilà ce qui avait changé en lui, et voilà pourquoi elle l'aimait encore plus aujourd'hui qu'au premier jour. « J'en ai envie, » répondit-elle simplement. « Pas tout de suite, mais oui, j'en ai envie. » Ils reprirent leur marche, imaginant déjà l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Un avenir fait d'art, d'amour, de voyage entre la France et l'Amérique, et peut-être bientôt de petits pieds qui couraient dans la maison bretonne. En levant les yeux vers le ciel étoilé de Manhattan, Élodie pensa à la femme qu'elle avait été 5 ans plus tôt, cette femme oubliée, effacée, qui attendait qu'on vienne la sauver. Aujourd'hui, elle était devenue sa propre héroïne. Et le plus beau dans tout ça, elle n'avait pas eu à choisir entre l'amour et la liberté. Elle avait trouvé un homme qui comprenait que les deux étaient indissociables. L'histoire de la femme oubliée était terminée. Celle d'Élodie d'Hervaux Marceau, artiste accomplie et femme épanouie, ne faisait que commencer. Fin. Après avoir suivi le parcours d'Élodie,
qui est passée de femme oubliée à artiste reconnue internationalement, nous voulons savoir, à votre avis, Élodie a-t-elle fait le bon choix en donnant une seconde chance à Benoît? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû continuer sa vie sans regarder vers le passé? Réfléchissez bien. Il l'a abandonnée pendant 5 ans, s'est laissé manipuler par sa mère et n'est revenu que quand il a vu qu'il pourrait la perdre définitivement au profit d'un autre homme. D'un autre côté, il a prouvé son changement en renonçant à l'Empire, en respectant son indépendance et en soutenant ses rêves artistiques. Et vous? Pardonneriez-vous à quelqu'un qui vous a fait tant souffrir, même si cette personne prouvait avoir complètement changé? Ou croyez-vous que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.